Bienvenue à toutes et à tous dans le débat du 12-15 sur Gabon 24. Le 8 mars est la journée internationale des droits des femmes. À l'occasion, Gabon 24 propose une série d'émissions qui donnent la parole aux femmes dès ce premier jour du mois de mars, dans un pays qui a consacré la décennie 2015-2025 comme décennie de la femme. À un an de cette échéance, quelle est la condition de la femme? Plus de la moitié de la population est jeune au Gabon. Nous nous intéressons donc aujourd'hui principalement à la jeune fille mère. Et pour en débattre, nous recevons deux femmes de la société civile. Madame Joanie Maïnou, elle représente l'ONG Malachi. Madame, bonjour. Bonjour et et merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci à vous. Et à ses côtés, Madame Frédéric Ntolo, vous êtes secrétaire général adjoint du SAPAS, le syndicat autonome personnel des affaires sociales. Madame, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Bonjour. D'entrée de jeu, dites-nous, peut-être Madame Frédéric Ntolo, on pourra commencer par vous. Quelles sont les principales causes qui conduisent certaines jeunes filles à devenir mères à un âge précoce? D'accord. Alors, la première cause, vraiment la première, ce sont les politiques d'éducation qui ont un rapport direct avec la gouvernance, donc l'État. On sait qu'au Gabon, plus de 90% des jeunes sont scolarisés. Oui. On pourrait croire lorsque je parle de politique, ce fort taux de scolarisation devrait peut-être corriger un certain nombre de dérives. Je ne parle pas de scolarisation, je ne parle pas d'instruction, je parle d'éducation. Et dans l'éducation, nous avons l'éducation traditionnelle. Donc, celle-là qui forme la jeune fille, celle-là qui forme le jeune garçon, celle-là qui donne des rudiments à la jeune fille, parce que cette jeune fille sera la maman, la femme de demain. Et cette éducation qui donne des rudiments au jeune garçon, qui sera l'homme, le père de famille de demain. Alors, ce que vous êtes en train de dire, c'est que cette éducation part d'abord du cercle familial? Du cercle familial. Lorsque je donne l'une des causes qui est la politique d'éducation, donc l'État a démissionné de sa responsabilité d'éducation vis-à-vis de la jeunesse. Comment l'État devrait s'y prendre, justement, l'État pour orienter l'éducation de sa jeunesse? Voilà, l'État devrait permettre aux spécialistes de l'éducation de faire leur travail. En l'occurrence, des agents, les travailleurs sociaux. Je parle là de l'éducateur de jeunes enfants, donc de la période de la naissance à 5 ans, 6 ans révolus. Je parle de l'éducateur spécialisé qui devrait intervenir dans les établissements depuis le primaire. Et même mais est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui? On sait quand même. Ce n'est pas le cas. On retrouve quelques éducateurs spécialisés dans les centres d'éducation préscolaire? Non, dans les centres d'éducation préscolaire, donc ça veut dire les structures des affaires sociales, oui, nous avons des éducateurs spécialisés. Mais après la maternelle, il faut que l'éducateur spécialisé accompagne l'enfant dans le milieu scolaire. Il faut que l'éducateur spécialisé ait un temps de cours aussi pour aider cet enfant. Parce que cet enfant ne grandit pas, n'est pas épanoui seulement avec l'instruction, donc avec la connaissance en mathématiques, en français, en SVT et tout le reste. Cet enfant a besoin d'une éducation sociale. Et là, l'éducateur spécialisé est outillé. Lorsque l'enfant va au secondaire, il faut que l'éducateur spécialisé et l'assistant social l'accompagnent aussi, parce que nous formons le citoyen de demain. Il n'est pas citoyen seulement avec les mathématiques, avec les leçons de français et de SVT. Il est citoyen, apte, compétitif pour un Gabon meilleur. Madame Joanie Mindou, partagez-vous cet avis, cette absence d'éducateur social au sein donc de l'école constitue véritablement l'une des principales causes donc, de la démission de l'État et qui peut conduire justement à ce phénomène de jeune fille mère? Alors, à côté de ce que Madame disait, justement, à côté de l'absence d'éducateurs spécialisés, il y a également la question de la précarité, la question des difficultés sociales. Donc, la plupart de ces jeunes filles-là qui ont eu des grossesses précoces sont issues des familles parfois économiquement faibles, qui ont des difficultés financières. Et lorsqu'on est issu d'un milieu assez difficile,
il faut justement avoir, comme disait Madame, un environnement qui vous permet de pouvoir être le citoyen, le Gabonais qu'il faut être pour l'avenir. Il faut être encadré. Donc, s'il y a un défaut déjà au niveau de la famille, ensuite il y a un défaut au niveau scolaire, malheureusement, on va avoir un taux de grossesse précoce assez élevé. Alors, Madame Frédérique Ntolo, ce sont des questions que vous connaissez bien en tant que membre d'un syndicat des affaires sociales. Quelles mesures pensez-vous être les plus efficaces pour prévenir la maternité chez les jeunes filles et soutenir celles qui sont déjà mères? Alors, l'une des mesures est de ramener l'éducation, vous savez, l'éducation traditionnelle, dans nos politiques d'éducation. Vous savez, le Gabon est parti de l'éducation traditionnelle, comme j'expliquais, celle qui consistait tout simplement à former la jeune fille pour en faire la maman de demain. Est-ce que quand vous parlez d'éducation traditionnelle, on pense aux rites initiatiques dans lesquels on transmettait les valeurs? Est-ce qu'il faudrait qu'on revienne à cela? Non, du tout. Non, à quoi pensez-vous concrètement? Lorsque je parle d'éducation traditionnelle, je pense à cette jeune fille à qui on doit apprendre à rester à la maison, à s'occuper des tâches ménagères. Vous savez, nous avons des femmes aujourd'hui au foyer qui ne savent pas faire la vaisselle. Ce n'est pas parce que tu as une aide, ça veut dire qu'une ménagère, que tu ne peux pas faire toi-même la vaisselle. D'ailleurs, tu devrais toi-même bien le faire pour bien orienter ta ménagère. D'accord. C'est toute une éducation. Une éducation traditionnelle pour prévenir. Et comment faire pour soutenir celles qui sont déjà mères? Celles qui sont déjà mères, alors il faut les accompagner tout simplement. Les hâtes garderies avaient été créées pour permettre à ces filles-là de laisser les enfants à la charge des spécialistes de l'éducation et de vaquer, soit aller dans un centre de formation, aller apprendre un métier, soit un petit boulot. Voilà. Mais après ça, le souci aussi est, lorsqu'on garde l'enfant, est-ce qu'on a éduqué cette jeune fille à ne pas aller prendre une autre grossesse? Parce qu'on peut bien garder l'enfant, mais il faut l'accompagner. Et dans l'accompagnement, il faut lui donner une éducation. Il faut lui transmettre des valeurs. Parce que réellement, si elle avait ces valeurs-là, il y a des choses qu'elle ne ferait pas. Elle comprendrait que pour sa vie, pour son épanouissement, il n'est pas bon pour elle d'aller avoir un enfant maintenant parce que ça va freiner beaucoup de choses dans sa vie. Effectivement, vous avez raison quand vous dites que avoir un enfant, oui, il faut également éduquer sur la nécessité de comprendre que en tant qu'adolescente, il n'est pas bon pour elle d'avoir peut-être un deuxième enfant, parce que ce qu'on constate généralement, c'est qu'une fois qu'une jeune fille a un arrivé, bon, de plus en plus, il y a un relâchement dans le cercle familial et la jeune fille est considérée désormais comme une adulte, il y a un peu plus de liberté. Or, cette liberté peut entraîner également d'autres risques, mais on a constaté également que lorsque l'État a tenté d'initier certains programmes d'éducation sexuelle, eh bien, les parents d'élèves sont montés au créneau pour dénoncer peut-être un apprentissage trop tôt de ces questions. Vous, comment vous situez-vous par rapport à cette question? L'éducation sexuelle n'est pas... Le fait de donner l'éducation sexuelle aux jeunes filles n'est pas la solution. La sexualité, même les adultes ont un problème de sexualité. Ce n'est pas un problème pour enfants, en fait. Voilà, donc, on peut donner l'éducation sexuelle encore que à quel âge? Nous avons eu le mauvais projet que le ministre de l'Éducation avait proposé, où il fallait apprendre à nos enfants depuis la maternelle, voilà, qu'est-ce que c'est la sexualité, c'est quoi le mot sexualité. Madame Inou, vous êtes dans une ONG qui est constituée de beaucoup de jeunes femmes. Quels sont les témoignages que vous recevez au sein de l'ONG Malachi? Alors, j'aimerais d'abord revenir sur la question des recommandations pour ces jeunes filles qui sont déjà mères. Alors, moi, l'une des recommandations fortes que j'aimerais faire, c'est celle de pouvoir renforcer au plan budgétaire le ministère des Affaires sociales. Pourquoi? Parce que c'est un ministère clé, justement, dans le suivi
non seulement de la jeune fille, mais même de la famille de manière globale. Donc, c'est une entité ministérielle très importante si on veut véritablement former le citoyen de demain. À côté du ministère des Affaires sociales, il y a également les communes, les collectivités territoriales. Parce qu'à mon humble avis, ce sont les collectivités territoriales qui doivent pouvoir gérer les haltes garderies. Pourquoi? Parce que la jeune fille est issue d'un quartier, la jeune fille vit dans ce quartier-là et ce sont les communes qui sont plus proches des populations. Le ministère, c'est l'entité étatique, l'entité beaucoup plus élevée, mais c'est la commune, ce sont les mairies. Donc, ce sont les collectivités territoriales qui doivent avoir le budget nécessaire pour appuyer les haltes garderies. Donc, on revient encore à la question de la décentralisation, qui est une question importante dans l'espoir que ce sera effectif. Ce que vous dites est très intéressant parce qu'il y a un projet du gouvernement, celui de transférer finalement la gestion des haltes garderies au ministère de l'Éducation nationale. Madame Frédérique Ntolo, les membres de votre syndicat sont donc montés au créneau pour dénoncer cette mesure. Qu'est-ce qui pose problème? Alors, ce qui pose problème, c'est qu'au Gabon, malheureusement, nous avons pris de mauvaises habitudes de gérer la société avec des émotions, alors que nous avons de bons textes. Voilà, et nous ne respectons pas ces textes-là. Nous choisissons souvent quelques-uns quand ça nous enchante, quand ça nous arrange. Que disent les textes? Alors, les textes disent, je ne vais pas commencer par l'éducation nationale, parce que c'est elle qui demande à ce que les structures des affaires sociales soient transférées. L'éducation nationale, dans l'un de ces textes, donc la loi 2092, nous parle du statut particulier de l'enseignant. Donc, on parle des métiers de l'enseignement. Les affaires sociales, le pan éducation ne fait pas de l'enseignement. Nous faisons de l'éducation. L'éducation prépare l'enfant à recevoir des enseignements. Alors, dans cette loi-là... Cette mesure ne vise pas également à coordonner justement l'accompagnement des jeunes filles mères qui sont quand même, pour la plupart, certaines sont à l'école, d'autres au supérieur, mais est-ce qu'elles ne visent pas à les accompagner tout simplement dans le circuit éducatif et en même temps les accompagner dans la maternité de leurs enfants? Ça n'a jamais causé un problème, le souci. Les jeunes filles, si elles doivent repartir à l'école ou en centre de formation ou aller à un métier ou aller travailler, elles déposent tout simplement, elles laissent les enfants dans les haltes garderies. Et dans les haltes garderies, il y a des spécialistes de l'éducation formés par le ministère des Affaires sociales via l'INFAS. Je disais que cette loi-là, qui est la loi, le statut général de l'éducation nationale, ne parle pas des éducateurs. Il ne parle que des métiers de l'enseignement, donc les mathématiciens, les scientifiques et tout le reste, tout ce qui a rapport avec l'enseignement. Est-ce que vous êtes d'accord avec Mme Mihindou qui suggère que la gestion de ces haltes garderies soit confiée aux collectivités locales? Dans la mesure où les haltes garderies, nous sommes dans la capitale, on parle là maintenant des arrondissements avec les mairies, le ministère de l'Intérieur a aussi des structures via la mairie. Il y a des structures pour la petite enfance. En ce moment, le gouvernement est en train de voir justement quelles sont les compétences qu'il faudrait transférer de l'État central aux collectivités locales. Ça fait partie donc des mesures qui pourraient entrer en ligne de compte. Non, on ne peut pas transférer les gens comme ça. Les collectivités locales peuvent se charger et doivent se charger d'ailleurs de recenser dans leurs départements, dans leurs arrondissements, ces jeunes filles-là en difficulté. Au cas par cas, voir comment les accompagner. Les spécialistes de l'éducation dans leur structure font tout simplement leur travail. Justement, à propos de ces haltes garderies, sont-elles en nombre suffisant aujourd'hui à Libreville? Non, comme les hôpitaux, comme les écoles à l'éducation nationale, il faut encore en construire. Il faut encore des structures. Il en existe combien à Libreville des haltes garderies? À Libreville, nous pouvons avoir 5. Et c'est peu. C'est peu. Vous voyez, un arrondissement comme le 6e, il n'a que la halte garderie, une seule. Et là, ça couvre tous les PK. Tous les PK, tout le 6e arrondissement, qui est le plus grand arrondissement de Libreville. C'est peu. C'est peu, il faut. Ce n'est pas un problème typique affaires sociales. C'est un problème de structure et c'est général. Voilà. Alors oui, il y a donc
cet accompagnement en termes de construction de garderies qui pourrait être fait à l'endroit. Garderies, des centres d'accueil. Des centres d'accueil pour les enfants, besoin. pour essayer de soutenir donc ces jeunes filles qui sont dans le besoin et qui parfois doivent allier école et maternité. On le sait, il y a quand même déjà des mesures qui ont été prises donc, dans l'accompagnement, par exemple, à l'accouchement, avec tous les filets sociaux qui existent comme la CNAMGS, l'accouchement, la gratuité et tout ça. Mais ce n'est pas tout simplement de s'arrêter à la gratuité de l'accouchement. Encore faut-il un suivi. Mais Madame Mindou, vous qui êtes dans une ONG qui fait un gros travail de sensibilisation, quelles politiques publiques peuvent être intéressantes, peuvent permettre de contribuer à réduire les stigmates sociaux qui sont faits, de discrimination qui sont faits à l'endroit des jeunes filles. Parce qu'on le sait, une jeune fille, quand elle tombe enceinte, il y a un regard de la société, un regard qui n'est pas toujours positif. Déjà, je pense qu'on doit pouvoir commencer aussi à accompagner la jeune fille au plan de l'autonomisation économique de la femme de manière globale, en créant des AGR, des activités génératrices de revenus pour ces jeunes filles-là. Parce que ce n'est pas toutes ces jeunes filles qui vont avoir la capacité de repartir à l'école. Parce qu'il y a d'abord ce fossé-là qui se crée lorsque on tombe enceinte, il y a l'environnement. Donc, pour la plupart, ce n'est pas toutes ces jeunes filles qui auront l'envie de repartir à l'école, certainement à cause des discriminations et autres. Donc, c'est pouvoir créer cette opportunité d'avoir une activité génératrice de revenus qui va justement permettre à ces jeunes filles-là d'être autonomes et de pouvoir, par la suite, s'occuper de leurs enfants. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, nous on parle là de la jeune fille mère, mais on le sait, une jeune fille qui tombe enceinte, elle n'est pas toute seule dans cette affaire. Madame Tolo est très axée sur les questions d'éducation et parlons-en, l'éducation du jeune homme. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les familles, on éduque également le jeune homme à faire attention, à savoir traiter les femmes et éviter justement les grossesses non désirées? Tout comme on ne prend pas le temps pour éduquer la jeune fille, c'est d'ailleurs pire chez le jeune garçon. Voilà, c'est le macho, c'est celui qui ne fait pas la vaisselle, c'est celui qui est assis pendant que les sœurs font tout. Qui regarde la télé. C'est le chef de famille. Demain, c'est lui le chef. Les gens l'appellent le chef à la maison. Les filles font tout pour lui. Et demain, quand il va mettre une jeune fille enceinte, c'est la démission. Mais il démissionne, il n'a pas de souci. Et naturellement, la jeune fille, c'est elle qui subit, la femme en général, parce qu'on va tous les deux le soir, on ressent le plaisir chacun, mais je passe 9 mois transformée, métamorphosée, pendant que l'homme est là. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau, justement, dans le cadre? C'est l'éducation, je dis, c'est l'éducation. L'éducation est la transmission des valeurs. Apprendre à la jeune fille qu'il y a un temps pour tout. Si tu ne prends pas le temps d'accepter, de te faire éduquer, tu iras à la dérive parce que toutes ces éducations te préparent à la vie en société. Tout comme le jeune garçon, il faut lui inculquer ces valeurs-là. Et pour ça, je dis que l'État a démissionné, les parents aussi ont démissionné. Mais la syndicaliste va dire que les parents ont démissionné parce qu'ils sont plus à la recherche de l'argent. Parce qu'il faut payer le pain, il faut payer les factures, le courant. Voilà, parce que c'est ça la réalité. Ils n'ont plus de temps pour eux et pour ces enfants-là. Il y a des parents qui sortent le matin. Comment on améliore l'accès à l'éducation justement pour cette jeunesse? D'où les politiques d'éducation. Qui conçoit les politiques? C'est l'État. L'État appelle les spécialistes de l'éducation. On s'assoit et puis nous voyons comment est-ce qu'il faut organiser. Parce qu'il faut laisser le temps aux parents. Le temps aux parents, parce que l'éducation commence à la maison. Il faut que le parent prenne le temps de s'asseoir avec ses enfants et de transmettre des valeurs. Il faut aussi qu'il aille travailler. Il faut qu'il aille travailler dans de bonnes conditions. Parce que si à la maison, ça ne va pas, il ne sera pas productif. Il ne sera pas productif. Et d'où l'importance de... Je rejoins la collègue en disant il faut vraiment donner assez de moyens au ministère des Affaires sociales. C'est le baromètre de la société. Lui, il est capable, les travailleurs sociaux ont cette science-là de dire réellement quels sont les problèmes des populations.
Oui, il y a effectivement les travailleurs sociaux qui sont là. Il y a aussi les ONG qui font un travail de sensibilisation. Quelles sont les étapes finalement concrètes que vous envisagez mettre en œuvre pour mieux adresser les besoins de la jeune fille mère? Alors, par rapport aux ONG et associations, là encore, je lance un appel. Ce serait justement de pouvoir arriver à financer, à subventionner, c'est le mot, à subventionner les associations et les ONG. Les associations et les ONG sont ceux qui font ce travail de relais sur le terrain, ce travail de relais communautaire en matière de sensibilisation, en matière de santé sexuelle et reproductive pour ce qui est de la jeune fille qui a une grossesse précoce. Donc, c'est accentuer ces activités de sensibilisation. Mais pour accentuer justement ces activités, il faut que ces ONG-là soient subventionnées pour qu'elles puissent être véritablement le relais de l'État au plan communautaire. Madame Milou, si aujourd'hui on prend de l'argent, on met à la disposition des ONG, quels peuvent être les plans? Parce que ce qu'on constate, c'est que les ONG se limitent beaucoup plus, oui, dans les écoles, aller rencontrer les jeunes. Or, là, on parle quand même de problèmes aussi dans les familles. Est-ce qu'on s'adresse également aux parents et leur donner peut-être des méthodes pour améliorer leur façon d'éduquer leurs enfants? Parce qu'on le sait, hein, il y a quand même les pesanteurs traditionnels. Vous allez arriver devant une famille et leur dire, écoutez, voici comment vous devez éduquer votre enfant. Ils vont vous dire, bon, mais écoutez, vous n'allez pas m'apprendre à éduquer mon enfant. Comment allez-vous pouvoir arriver à changer ça? Le travail de sensibilisation au plan parental est différent du travail de sensibilisation avec des élèves ou des étudiants ou dans un établissement ou autre. Au plan parental, par exemple, il y a ce qu'on appelle les pères éducateurs. C'est un travail de sensibilisation qu'on pourrait faire avec les pères. C'est un travail de sensibilisation qu'on ferait également avec les mères parce que l'éducation d'une mère est différente de l'éducation d'un père. L'autorité parentale que revêt l'homme en tant que père de famille, c'est pas la même autorité parentale que revêt la mère en tant que chef de famille. Et il y a également la question que nous avons, c'est celle des familles monoparentales aujourd'hui. Le Gabon a malheureusement un taux élevé de familles monoparentales. Et lorsqu'on est issu d'une famille monoparentale, la figure paternelle qu'on a uniquement, c'est une figure maternelle, c'est la mère. Exactement. Et une mère... Justement, Madame Frédéric, comment voyez-vous finalement le rôle du gouvernement dans la promotion du droit et du bien-être des jeunes filles mères? Que le gouvernement donne les moyens à ceux qui ont science de s'occuper de ce problème. Et je dis, j'insiste, ceux qui ont science, ce sont les travailleurs sociaux. C'est l'éducateur de jeunes enfants, c'est l'éducateur spécialisé, c'est l'assistant social. Donnons-leur les moyens de faire ce qu'ils sont appris. Si on vous a bien suivi, vous préconisez, vous, qu'on donne plus de moyens au ministère des Affaires sociales et qu'il y ait plus de haltes garderies, mais également qu'il y ait des éducateurs sociaux au sein du primaire, éducateurs spécialisés dans les établissements primaires. Durant tout le processus scolaire, oui. Depuis la halte garderie, depuis la maternelle jusqu'à l'université, que les spécialistes soient là et accompagnent les enfants. Vous savez, l'éducateur spécialisé, l'éducation aujourd'hui, elle est transversale. C'est-à-dire le père, les parents, l'enfant au centre, l'école. Voilà. Il faut qu'on travaille en étroite collaboration. Parce que je vous ai entendu dire tout à l'heure que est-ce qu'on va aller demander à dire à un parent, voilà comment. Non, il y a la méthode. Il faut que le parent participe. Il faut que le parent participe à l'éducation de son enfant. Et ça, nous appelons ça l'andragogie. Ce sont des stratégies, des méthodes que nous utilisons pour interpeller le parent, pour permettre aux parents de l'outil. Ce sont des stratégies pour outiller le parent à mieux éduquer. Alors ça parce que quelqu'un a un niveau terminal ou il a un master, qu'il est éducateur. Non, il a beau être parent, il a besoin de stratégies pour aider son enfant. Donner les outils aux parents pour améliorer l'éducation de leurs enfants. Pour participer au développement harmonieux de leurs enfants. Vous avez peut-être un dernier mot pour vous, comment voyez-vous finalement le rôle du gouvernement dans l'accompagnement, la promotion des droits et du bien-être des jeunes filles mères? Donner simplement suffisamment de moyens au ministère des Affaires sociales, subventionner les associations et ONG qui feront le travail de relais et nous aurons le Gabonais que nous voulons pour demain. Mettre les moyens au ministère des Affaires sociales et
se servir, travailler de concert avec les ONG associations pour améliorer l'éducation des jeunes. C'est ici donc que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci Madame Frédéric Ntolo, vous êtes secrétaire général adjoint du SAPAS. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Je vous remercie. Vous également, Madame Joanie Mihindou, vous êtes représentante de l'ONG Malachi. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci à vous. C'est ici que s'achève donc ce débat du 12-15 sur Gabon 24. Merci de l'avoir regardé et à très vite pour un nouveau numéro.